Ciao ragazzi, bienvenue à Buonasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen 2 fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission. Bonsoir à tous, bienvenue dans Buonasera Calcio. Ce soir encore 30-40 minutes pour parler un petit peu de football tous ensemble. Merci à tous ceux qui sont déjà là dans les commentaires. Ça fait plaisir de vous avoir ce soir. Ce soir, on va aborder 3 sujets. Déjà Man City. Man City n'y arrive plus. C'est comme ça que j'ai intitulé ce sujet, parce que c'est vrai que City reste sur 3 matchs nuls d'affilée à domicile. Hein. Ça fait, je pense, je sais pas combien d'années que c'est pas arrivé. À mon avis, ça doit faire un sacré paquet de temps. L'Inter répond à la Juve. En fait, j'avais envie de parler un petit peu du mano à mano qui est en train de s'installer en Serie A. Donc voilà, et enfin le Bayer Leverkusen qui hier a fait son 2e match nul de la saison contre le Borussia Dortmund. Voilà, alors comme d'habitude, vous savez très bien que si vous avez envie d'aborder n'importe quel autre sujet durant cette émission, n'hésitez surtout pas, c'est avec un plaisir non dissimulé que j'en parlerai avec vous. Voilà, bonsoir Kifkoni, ça fait plaisir que tu sois là. Comment vas-tu ? Bah ça va très très bien, ça va super bien. J'espère que toi aussi, tout se passe bien, j'espère, dans ta Croatie lointaine. Voilà, mais ça me fait vraiment plaisir que tu sois là. Allez, on va commencer. Si ça vous va, on va commencer avec Manchester City. Manchester City, donc, comme je disais un petit peu plus tôt, qui enchaîne un 3e match nul d'affilée à domicile. Hein, ça fait très très longtemps que c'est pas arrivé. Et c'est vrai que ce qu'on voit, c'est que Manchester City n'est plus aussi souverain en son royaume. Hein. Au classement, ça se remarque aussi. On va regarder un petit peu l'ampleur des dégâts. Alors, c'est pas non plus catastrophique, mais effectivement, Manchester City est 3e de Première Ligue, à 3 points de la première place, Arsenal, et Liverpool est 2e à 31 points. Donc voilà, donc c'est plutôt surprenant quand même, hein, quand on repense un petit peu au rouleau compresseur qu'était cette équipe la saison dernière. Mais finalement, il y a des explications. Il y a des explications assez évidentes. En tous les cas, assez justifiées. Déjà, il y a les blessés. Il y a bien entendu Kevin De Bruyne, hein, qui n'est pas là. Et Kevin De Bruyne, on sait que c'est une pièce maîtresse de ce Manchester City. C'est clair que City a recruté cette année. Salut Jacques Lafritte, ça fait plaisir que tu sois là. Buonasera, buonasera. Salut. Oui, donc Kevin De Bruyne, c'est une pièce maîtresse de ce milieu de terrain. Et c'est clair que les Citizens sont moins dominateurs lorsque Kevin De Bruyne n'est pas là. Et c'est surtout sa vision du jeu qui manque, en fait. Son timing, il sait contrôler les matchs, il sait quand est-ce qu'il faut les accélérer, quand est-ce qu'il faut les ralentir. Il sait aussi couper les lignes de passe lors des transitions rapides. Salut Pipovici, ça fait plaisir que tu sois là aussi. Bravo, bienvenue dans les commentaires, bienvenue dans Buonasera Calcio. Oui, donc je disais, c'est vrai que le milieu de terrain est un petit peu dépeuplé. Alors ils se sont effectivement renforcés avec Jérémy Doku, hein, qui fait beaucoup de chantier, hein, sur son côté quand il est là. Encore hier d'ailleurs, il a été assez impressionnant, surtout en première mi-temps. Ça n'empêche que finalement, en fait, ce Manchester City me fait furieusement penser au Barça 2011 de Guardiola, mais aussi au Barça, à l'équipe d'Espagne de 2008, 2010, 2012. Ces équipes qui, après avoir écrasé la concurrence sans aucun doute, hein, c'est-à-dire que c'était vraiment la saison dernière, depuis déjà 2 saisons, mais plus particulièrement la saison dernière, il y avait Manchester City et le reste du monde. Hein, on est bien d'accord que très clairement, et en termes d'effectifs, et en termes technico-tactiques, Manchester City est arrivé au sommet de ce qu'on peut faire dans le football. Donc c'était exceptionnel. Le problème, c'est que maintenant, ils n'ont plus faim. Et quand on n'a pas faim, qu'est-ce qui se passe ? En fait, quand on n'a pas faim, là où c'est compliqué pour ces équipes qui surdominent, qui dominent absolument tout le monde de la tête et des épaules, c'est se faire mal pour créer du jeu, faire des appels, créer toujours des triangles, offrir toujours une solution, ou 2 solutions plus exactement, au porteur du ballon, utiliser les circuits préférentiels, suivre des systèmes comme les équipes de Guardiola le font lorsqu'elles ont le ballon. Ça,
les joueurs de foot de ce niveau-là le feront tout le temps. Là où c'est plus compliqué, et c'est ce qu'on avait vu avec le Barça de 2011, qu'on pensait invincible pendant des années et des années, hein, honnêtement, à un moment donné, c'était inquiétant ce qui s'est passé entre 2009 et 2011 avec le Barça. On se disait, à part l'accident Inter, on va dire, en 2010, on se disait, en fait, ce Barça-là, il est parti pour gagner, 6 Ligues des Champions d'affilée. C'était impossible de les arrêter. On était persuadés de ça. Enfin, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais moi, je m'en souviens. Et je me disais, comment est-ce qu'on va faire pour arrêter cette équipe-là, en fait ? Elle est injouable à tous les niveaux. Et en l'occurrence, effectivement, là où ils ont commencé à pêcher, ce Barça de 2011, c'est dans les replis. En fait, quand vous jouez en transition rapide contre ces équipes-là, en fait, là, une fois qu'elles ont tout gagné, là où elles doivent se faire mal, c'est sur le repli défensif. Et Manchester City le fait pas. Ils ont perdu Gundogan, ils ont perdu Kevin De Bruyne, ce qui fait qu'ils n'ont plus que Rodrigo, on va dire, au milieu du terrain, qui a ce volume de jeu et qui est capable normalement d'arrêter les actions. Mais même Rodrigo a été blessé en début de saison et n'est pas dans son meilleur niveau. Et ce qui fait que qu'effectivement, c'est très compliqué pour Manchester City de jouer ce type d'équipe comme Tottenham hier, hein, où ce sont des équipes qui, dès qu'ils récupèrent la balle, vont très très vite en contre, et c'est là où physiquement ça fait mal. C'est là où il faut encore avoir l'envie, la niaque de gagner, d'avoir envie de gagner pour pouvoir supporter de non seulement être à 100% lorsque tu as la balle, mais aussi être à 100% lorsque tu ne l'as pas. Et ces équipes-là qui sont, et ça c'est un petit peu le travers des équipes de Guardiola, qui sont un petit peu, en fait, Manchester City et le Barça de 2011 et 2009 me font penser exactement, me donnent le même sentiment, ces équipes d'aristocrates qui pensent qu'elles sont, qui savent qu'elles jouent le football comme il doit être joué, en fait. Tu vois, et ça c'est un travers de Guardiola qui transmet le fait à son équipe que c'est comme ça qu'on doit jouer au football, en fait, et que finalement nous on est les meilleurs et que de toute façon tout ne dépend que de nous, en fait, et les autres, en fait, sont limite on va dire quantité négligeable dans le match. En vrai, la seule chose qui importe, c'est nous et comment est-ce qu'on joue au football, parce que nous on sait comment on joue au football, et ça les rend un petit peu, ça leur retire de l'humilité à ces équipes, à Guardiola. Et une fois qu'elles ont gagné, très souvent, elles ont du mal à se pérenniser parce que, justement, elles n'ont plus trop envie, et puis elles commencent à croire, en fait, ce que dit Guardiola. C'est-à-dire, oui, c'est comme ça. Nous, en fait, on sait comment on doit jouer au football. Et donc, à un moment donné, tu es un petit peu condescendant avec l'adversaire, et puis ça donne le fait que City perd un peu des points, alors que sur le papier, très clairement, City est au-dessus de tout le monde encore en championnat d'Angleterre, largement, et même en Europe. Alors pour l'instant, ça se voit en Europe parce qu'en poule, ils ont mis Roost sur Roost, mais c'est vrai qu'il y a quand même des trous. Il y a quand même des trous d'air en championnat, et il y a des trous d'air même en Ligue des Champions, où ils ont été menés parfois 2-0 sur des matchs, alors qu'ils ont gagné finalement, mais quand même, ils ont été menés 2-0 parce qu'ils ont du mal à se faire mal. donc voilà. On verra quand Kevin De Bruyne reviendra. Ça ne change pas qu'il manquera Gundogan, et c'est un problème. Donc voilà. Kif Kony qui nous dit qu'il profite avant d'être attrapé par la patrouille du FPF. Ouais, c'est vrai. Si effectivement on s'en tient au barème, hein, on a fait une émission là-dessus sur Buonasera Calcio, mais si on s'en tient au barème d'Everton, effectivement, il est très possible que le Manchester City se retrouve en 2e ou en 3e division. En tous les cas, c'est ce qui est prévu. Donc on verra bien. Jacques Lafritte, la patrouille du FPF, elle est en croisière aux Bermudes en all inclusive. Pas sûr qu'elles aient envie de rentrer. Ouais, c'est possible aussi que Abu Dhabi, bref, on verra, hein, mais mettre un peu du beurre dans les épinards de certains intervenants de la Première Ligue, hein, ça c'est possible, ça peut arriver. C'est pas parce que c'est Abu Dhabi, ça arrive à tous les niveaux tout le temps. Ce sont des choses qui peuvent se faire. Maintenant, la Première Ligue est quand même relativement puissante, donc
voilà, c'est pas des amateurs, c'est pas des gens qui sont là par hasard ou qui sont des petits gens. Donc je pense que voilà, ça, j'ai bon espoir que ça aille jusqu'au bout. Et le fait que ça prenne du temps m'inquiète pas. Le fait que ça prenne du temps me dit que le fair play financier de la Première Ligue veut avoir un dossier inattaquable. Donc c'est pour ça qu'ils prennent un petit peu plus de temps que la moyenne, parce que bon, Everton, c'était assez évident. Voilà, t'as trop dépensé, voilà, bisous, t'as pas le droit, hop là, tu prends une sanction. Avec le Qatar et avec Abu Dhabi, c'est un petit peu plus difficile parce que c'est du faux sponsoring, c'est des rétrocommissions entre clubs qui appartiennent à deux entités qui sont légèrement différentes, mais qui ont au final le même propriétaire. Donc c'est beaucoup plus complexe que juste un club qui dépense trop par rapport à ce qu'il gagne. Donc voilà, donc il va falloir être vraiment très très prêt pour affronter l'armée d'avocats d'Abu Dhabi, ça c'est sûr. Donc voilà. Jacques Lafritte qui dit j'aimerais être aussi optimiste que vous. Écoute, on verra, mais je pense. Alors, il parle de 2025 de toute façon pour les sanctions. Donc c'est pas tout de suite, c'est pas même pas la saison prochaine, ce sera plus dans 1 an et demi, 2 ans. Donc parce que justement, encore une fois, ils ont besoin de se préparer. Donc oui, je pense qu'ils vont pas arriver avec peanuts. Je pense qu'ils vont arriver avec vraiment du lourd la Première Ligue et ils vont les couler définitivement, je pense. Enfin, en tous les cas, pendant quelques années, quoi. Voilà un petit peu pour City. Après Tottenham, sans James Maddison, c'est complètement différent, malheureusement. Mais bon, quand ils sont dans une configuration où ils ne doivent pas avoir le ballon, et là c'était très clairement le cas contre City, c'est une très belle équipe de contre. Le problème, c'est quand ils rencontrent Brentford, Sheffield United, des trucs comme ça. Sans Maddison, il n'y a plus aucune créativité au milieu du terrain. Et c'est peut-être pas aucune, faut pas déconner, mais Lo Celso, c'est quand même pas au niveau du tout de Maddison, qui est un joueur absolument délicieux à voir. Donc c'est vrai que même si le coach de Tottenham a des très grandes idées sur le jeu, etc., ça change pas qu'il faut les joueurs qui vont avec. Et là, pour l'instant, c'est pas le cas. Et Donnarumma, tu penses pas qu'il aurait mieux fait de faire des paris avec Tonali et Fagioli? Oui, ce serait bien. Effectivement, je pense que déjà ça lui occuperait les mains à autre chose que à repousser les ballons dans les pieds des joueurs. Donc voilà. Mais non, oui, Donnarumma en ce moment, il est quand même dans le trou. Enfin, en fait, depuis ce but contre le Real, en réalité, la pression de Benzema, la passe en retrait complètement ratée, et puis le but qui sort un peu le Paris Saint-Germain des huitièmes de finale de Ligue des Champions. C'est vrai que c'est de mal en pis et que là c'est un carton rouge maintenant. Enfin bref. Et puis le petit jeune qui rentre en plus, il est bon quand il rentre, donc c'est compliqué parce que Donnarumma c'est un bon goal, on peut pas dire ça, mais dans sa tête il y est plus quoi. Il y est plus et donc c'est vrai que ses qualités malheureusement s'évanouissent et puis on ne voit plus que les défauts de son jeu au pied. En plus il est tombé sur un Luis Enrique qui est un fanatique du jeu au pied des Gaules et donc il se retrouve en difficulté constante, permanente. Donc ça c'est compliqué pour Donnarumma, mais bon bref, je pense qu'il va se retrouver à un moment donné. Alors est-ce que ce sera au Paris Saint-Germain? Je sais pas, mais enfin quoique probablement, parce qu'avec son salaire, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui veuille le retransférer dans l'autre sens, mais ou à moins qu'il fasse moitié de son salaire quelque part, mais sinon oui effectivement au Paris Saint-Germain, on va voir quoi. OJCRM, salut, comment ça va? T'as terminé ta partie de F1 Manager? Écoute, c'est bien, j'espère que ça s'est bien passé. Pipovici qui dit il peut se barrer de la Ligue 1, il est cramé en Italie, il y arrive mieux, je pense. Je sais pas. Écoute, en tous les cas, au Milan, il était dans un processus de développement très clair. Là, malheureusement, en Ligue 1, depuis qu'il est arrivé, en fait, il n'a absolument pas progressé. Donc c'est tout ce que je vois moi. J'arrive pas à voir si effectivement comment dire, sa carrière est finie ou alors si en tous les cas la Ligue 1 il y arrivera pas. Mais une chose est sûre, c'est que lorsqu'il était à Milan, il se développait. Chaque semaine, je le voyais jouer différemment, s'améliorer dans son jeu au pied, s'améliorer dans ses sorties aériennes, etc.
Depuis qu'il a gagné l'Euro et qu'il est parti au Paris Saint-Germain, il n'y a plus rien en fait. Au contraire, il régresse, je trouve, dans son jeu au pied et dans ses sorties aériennes, on voit encore ses sorties. Alors c'est pas aérien là, mais le carton rouge qu'il prend, c'est n'importe quoi. En fait, on a l'impression qu'il voit pas l'espace en fait. C'est assez bizarre. OJCRM qui nous dit le problème de Donnarumma quand on demande quelque chose que tu ne sais pas faire, c'est compliqué. Oui, c'est clair, c'est ça, c'est ce que je disais. Luis Enrique insiste absolument sur le jeu au pied alors que il a pas le goal pour quoi. Ça parle de Maignan transfert aujourd'hui d'ailleurs. Ouais, Maignan, il est très ouvert à un transfert. Attention, hein. Faut pas croire que Maignan il a le Milan dans le cœur. Hein. On en est très 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 loin. Hein. Il est très impliqué dans son travail, Maignan, mais c'est juste un professionnel. Il est à Milan pour l'instant et il est très bien parce qu'il a de l'influence, il a des très bonnes performances et tout. Mais il l'a toujours dit, s'il doit partir, il partira. Il s'en fout complètement. Lui, ce qu'il veut, c'est une vraie très grosse carrière. Si Milan à un moment donné peut pas l'emmener là où il doit aller, il s'en ira. Je vous l'annonce tout de suite, hein, parce que peut-être que les gens pensent que Mike Maignan deviendra une bandiera de Milan. Ça n'arrivera pas. C'est probable qu'il s'en aille soit la saison prochaine, soit la saison d'après, sauf si Milan sort une très grosse équipe. Ça, c'est possible. Donc voilà. Et Pop, il est out, un espoir. Sur Pop, je sais pas du tout, mais en tous les cas sa blessure elle était moche parce que il se l'est fait toute seule, donc c'est pas une bonne nouvelle quoi. Donc voilà. Au JCRM, en tout cas, parlant de gardien, les supporters interistes qui étaient déçus du transfert de Onana, Sommer c'est plutôt bien, ouais absolument. D'ailleurs il a fait un match absolument magnifique hier contre Naples. Ne serait-ce que la première frappe de comment il s'appelle Elmaz, c'est incroyable l'arrêt qui sort. Donc non super Sommer en ce moment. Hein. C'est vraiment bien et il est bien meilleur qu'au Bayern et il retrouve un peu son niveau quand il était vraiment très très fort du Borussia Mönchengladbach. Donc ouais c'est bien. Hein. Non, franchement Sommer très très bien. Après c'est sûr qu'au pied c'est pas Onana, mais bon quand tu vois Onana ce qu'il fait avec ses mains, parce que en fait un Onana et un Donnarumma mixés ça donne un super gardien. Ça donne probablement le meilleur gardien du monde. Le gros problème c'est que Onana il sait plus se servir de ses mains et Donnarumma il sait pas se servir de ses pieds, donc c'est très compliqué. Sommer au Bayern, il était en difficulté, mais il a toujours été très fort. Ouais, il a eu quand même un trou, Pipovici. Il a pas toujours été ultra rayonnant quand même. Quand il a été transféré au Bayern, déjà la saison précédente en Allemagne, c'était pas terrible. Et il était moins rayonnant qu'il l'a été il y a 3-4 ans quand il était au au Borussia. Et que vraiment, il envoyait du lourd pas chaque saison, mais chaque mois, il avait un arrêt du mois en Bundes, etc. Et après, il a eu un petit trou, quoi. Donc voilà. Il sort d'un énorme Euro, surtout. Oui, effectivement. On verra celui-là, hein, parce qu'en plus, ils ont un beau groupe, la Suisse. Donc voilà un petit peu pour City. On a fait une petite transition Donnarumma, Onana, tout ça, mais c'était très intéressant. Et Sommer, on a fait une petite transition. D'ailleurs, Sommer va nous offrir une transition parfaite pour le sujet suivant, si ça vous dérange pas. On a au JCRM pas encore le Bayer Leverkusen, c'est le dernier sujet, donc t'inquiète, on en a pas encore parlé. Là, on va passer sur l'Inter répond à la Juve. Effectivement, donc le match d'hier, Napoli-Inter, vraiment l'Inter royal, quoi. C'est du très très haut niveau, surtout au milieu du terrain. L'association Çalhanoğlu, Barella, Mkhitaryan, c'est du 5 étoiles, vraiment. J'ai beaucoup de mal à dire ce genre de choses. À cause de Çalhanoğlu et à cause de l'Inter, ça fait beaucoup de choses en même temps, mais ça ne change pas que c'est du 5 étoiles. C'est un milieu de terrain de très haut niveau. Il faudrait peut-être que le Paris Saint-Germain regarde ce qui construit une vraie très forte équipe, c'est le milieu de terrain, ça a toujours été, je vous l'ai répété des dizaines de fois, j'allais dire des centaines, mais non, des dizaines de fois dans Buonasera Calcio. En 2020, dans le football de 2020, ce qui fait gagner une compétition, c'est les milieux de terrain, c'est pas les attaquants. Et en l'occurrence, c'est pour ça que l'Inter a fait finale de Ligue des Champions la saison dernière et que pour moi, ils sont très 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 bien partis pour encore faire une prestation incroyable en Ligue des Champions cette année. Bref, soit dit en passant, le match contre Naples,
Naples est souffreteux hein, avec Walter Mazzarri, ils viennent de virer Rudy Garcia, que des choix absolument magnifiques. Hein. Là, on parle du gratin, de la crème des entraîneurs mondiaux. Hein. Quand tu passes de Rudy Garcia à Walter Mazzarri, là, je pense que en fait, De Laurentiis, il a dû faire un pari. Hein. Il a dû parier à peu près toute sa fortune sur le fait qu'il allait pas prendre le titre, et il s'est dit comment je vais faire pour s'aborder à peu près tout. Parce que enchaîner ces deux coachs-là, si tu en veux pas à ton club, c'est qu'il y a un problème. C'est que soit t'as un début de Parkinson, ou je sais pas, mais enfin, il y a un truc qui va pas. C'est pas possible de prendre et Garcia et Mazzarri et de se dire que ça va bien se passer, en fait. Enfin, je sais pas, ou à moins qu'on soit dans une dimension parallèle à Naples, et pourtant j'y vais souvent, donc oui, c'est vrai que des fois, c'est un peu une dimension parallèle. Mais enfin, quand même, on regarde la télé, et puis on joue au foot, comme partout en Italie. Donc, normalement, on doit savoir que Mazzarri et Garcia, c'est vraiment très loin du haut niveau. Donc voilà. Donc je sais pas ce qui se passe, mais voilà. En tous les cas, ce Naples n'a plus que, on va dire, la peau sur les os. On voit de temps en temps des... Je rigole parce que Kif Kony qui me dit Laurent Blanc est dispo, effectivement. donc voilà, c'est vraiment... Ouais, il a plus que la peau sur les os. De temps en temps, on voit des mouvements qui ressemblent à ce qu'on a vu la saison dernière. Mais c'est juste limite, on a l'impression que c'est un réflexe conditionné. Vous savez, juste, je sais pas si vous avez fait ça en sciences naturelles quand vous étiez à l'école, vous disséquiez, c'était dégueulasse hein, d'ailleurs, mais vous disséquiez une grenouille et puis elle était morte. Et pourtant, quand on appuyait sur certains nerfs, les jambes elles se pliaient. Là, c'est exactement la même chose. Le Napoli, il en est à ce niveau de réaction, on va dire médicale, quoi. Mais il y a plus rien qui dirige finalement le jeu, etc. Alors, Osimhen revient un peu, mais Kvaratskhelia, c'est l'ombre de Kvaratskhelia. Il essaye de faire des différences tout seul comme il peut, mais ça y est, tout le monde a compris qu'on pouvait l'arrêter assez facilement si autour de lui, il n'y a pas une vraie animation. Osimhen, il fait ce qu'il peut, mais c'est pareil, il revient de blessure, donc il n'est pas non plus au top. Et puis, Osimhen, ça n'a jamais été un playmaker, c'est plutôt un très très bon finisseur. S'il n'y a pas de jeu autour de lui, c'est un peu comme Haaland, hein, il se passe rien en fait. Hein. C'est des gens, ils sont éminemment dépendants de ce qui se passe autour d'eux, pardon. Donc voilà, effectivement, très compliqué. Et l'Inter, en revanche, solide sur leur base, rien à faire. Voilà, c'est imparable l'Inter en fait. Franchement, c'est imparable. Là, contre Naples, on l'a vu. Contre la Juve, ils ont joué petit bras, c'est vrai, mais en même temps, ils sont premiers du championnat. Pourquoi est-ce qu'ils s'embêteraient à aller se découvrir et risquer de jouer le jeu d'une équipe comme la Juve qui adore ne pas avoir le ballon et jouer en contre? Bon, ils l'ont pas fait. À côté de ça, tous les autres gros matchs, ils mettent des roustes à tout le monde. Hein. Donc c'est comme ça qu'ils vont gagner le titre probablement cette année, et c'est aussi comme ça qu'ils vont aller très très loin en Ligue des Champions, parce que même là, cette semaine avec, la semaine passée plus exactement, avec une équipe expérimentale, ils étaient menés 3-0 et puis ils sont revenus à 3-3. Donc voilà. Donc c'est vraiment, moi, ils m'ont fait très très forte impression. Et si je dis l'Inter répond à la Juve, pourquoi ? Déjà parce que dans le match de la Juve, Adrien Rabiot a fait une prestation extraordinaire, hein, avec un but, une passe décisive. C'est maintenant le capitaine de la Juve. Qui aurait dit ça ? Et moi, le premier, hein, je pense que je l'aurais jamais dit, que Rabiot soit le meilleur joueur de la Juve et capitaine de la Juve. Maintenant, c'est complètement dingue. Donc voilà, et de très très loin le meilleur joueur. Hein. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de discussion à avoir. Enfin, je pense pas. Hein, au GCRM, toi qui suis la Juve en particulier, honnêtement, c'est quand même de très loin le joueur décisif de la Juventus de Turin. Et donc ça, c'est une surprise. Et je pense que le mano-mano entre l'Inter et la Juve, alors la Juve est moins forte que l'Inter, mais ne joue pas l'Europe, donc n'a pas de match dans la semaine. Très honnêtement, je pense que ce mano-à-mano va durer vraiment pendant très longtemps, parce que effectivement, la Juve peut se concentrer sur le championnat, a probablement le meilleur effectif d'Italie avec l'Inter, et que l'Inter est équipé pour jouer sur tous les tableaux. Donc voilà, et en plus, c'est un très bon coach, Inzaghi, qui fait tourner. S'ils ont été performants contre Naples, c'est parce qu'il avait mis cette équipe expérimentale en Ligue des Champions, même s'il a fait rentrer en deuxième mi-temps des titulaires pour revenir au score. Donc non, franchement, vraiment très très bien.
Je vais faire un petit tour dans les commentaires. Tac. Alors, ça me fait mal de le dire aussi, mais je vois pas qui pourra empêcher l'Inter de gagner le Scudetto cette saison, dit au JCRM, absolument. Pipovici qui dit Barella, oh là là, Çalhanoğlu, le but est trop beau. Effectivement, sa demi-reprise de volée, elle est magnifique sur la passe de Barella. Tendue à ras du sol, là, elle est extraordinaire. Et au JCRM qui dit Giuntoli doit avoir la même maladie vu que ça parle de prolonger Allegri. Ouais, effectivement. Bon, bref, ouais, je comprends pas, j'espère pas. Je pense que c'est une rumeur. Je vois tellement. Je suis sûr que la Juve va faire autre chose que de prolonger Allegri. Enfin, j'espère, mais bon. Et l'Inter, ils sont sur Zelinski maintenant. Ils savent choisir les bons joueurs quand ils recrutent. Absolument, Zelinski au milieu de terrain de l'Inter, ce serait parfait comme joueur de complément. Alors peut-être pas comme titulaire, quoique, franchement, un Barella, Zelinski, Çalhanoğlu, je prends, même si Mkhitaryan a encore bien le niveau, mais on voit quand même qu'il est plutôt sur la fin que sur le début. Donc un Zelinski, en plus, c'est plus dynamique, peut-être un peu plus agressif encore devant les cages, donc ouais, c'est vraiment bien. Gvara, j'ai vu que Chelsea serait intéressé. Bon, en même temps, au JCRM, Chelsea, ils sont pas intéressés par qui? Parce que c'est plutôt ça qu'il faut regarder. Si t'as marqué 2 buts dans la saison, même si c'est dans le championnat thaïlandais, je pense que Chelsea, ils sont intéressés, quoi. Donc, tant que le fair play financier les rattrape pas, parce que le jour où Chelsea va se faire rattraper par le fair play financier de la Première Ligue aussi, ça va faire très très mal, je pense. Je pense que ça a piqué très très fort. Mais bon, bref, pour l'instant, il joue avec ses billes et ses calots. Bouli, voilà, on le laisse faire. Et Naples qui enchaîne avec la Juve vendredi. Dure semaine pour Naples. Ouais, tu m'étonnes. C'est clair que c'est un bel enchaînement. Eux, ils ont fait ils ont fait Real Madrid, Inter, Juve. C'est beau quand même. C'est quand même une partie de la saison où tu as plutôt intérêt à être en forme. Donc voilà. Pourtant, Rabiot, le joueur le plus détesté pour les francophones fans de la Juve, dont moi. Oui, mais c'est quand même le meilleur, je pense. Milan aura encore son mot à dire pour le titre. La saison est encore au début, surtout si on sort de Champions. Ouais, on verra. Pipovici, je suis pas sûr. Je crois que ce Milan, il est taqué à la 3e place. C'est pas pour être défaitiste, je pense sincèrement que maintenant qu'on a vu à quoi ça ressemblait, je pense que ce Milan est taquet. Sauf gros recrutement d'intersaison, c'est-à-dire type un Jonathan David plus un très bon défenseur central pour avoir un peu de rotation. Mais sinon, honnêtement, ça semble complexe, franchement. Mais bon, bref. Quand tu vois Grates sur le banc, qui est très fort, j'adore ce joueur. Ouais. Okotonujo, salut, ça va? Ça fait plaisir. Fratesi. Parce que là, je me disais Grates, je sais pas qui c'est. Mais c'est vrai que Fratesi, ouais, après Inzaghi, tu sais, Fratesi, c'est bien qu'il soit sur le banc, mais je pense qu'il est en train de faire ses armes. Il les fait pas jouer trop vite, les joueurs Inzaghi. C'est plutôt un bon coach là-dessus. Donc je pense qu'il va l'intégrer, mais gentiment, quoi. Donc voilà. Surtout avec Garcia sur le banc, dur. Oui, Okotonujo, mais effectivement, il est parti. C'est Walter Mazzarri maintenant. C'est ce qu'on se disait là. Walter Mazzarri. Mais bon, quand tu fais Garcia, Walter Mazzarri, c'est ce qu'on se disait aussi tous ensemble là. Ça commence à être un peu. Tu sais, c'est comme quand tu enchaînes une série de films d'horreur, quoi. T'as Saw 1, Saw 2, Saw 3, etc. Bah là, c'est Saw 1, Saw 2. Ils ont fait Garcia, Mazzarri. Le prochain va savoir. C'est peut-être Gianpaolo. Tiens, ce serait marrant ça. Donc voilà. Jacques Lafritte, RMC. Rabiot, sans sa maman, ça serait une star mondiale. C'est vrai. C'est pas faux. Mais déjà, franchement, capitaine de la Juve, meilleur joueur de la Juve. Enfin, je veux dire, c'est qui aurait dit ça il y a 10 ans, quoi. Donc, bravo. Okotonujo, Fratesi, il vient de Sassuolo. Absolument. Fratesi, il vient de Sassuolo. Pipovici, Domenech. Oui, Domenech. Très, très bien, Domenech. C'est vrai. Ça pourrait faire un enchaînement Garcia, Mazzarri, Domenech. Ça, ce serait fun. Ça, ce serait très fun. Mais bon, franchement, je le souhaite pas à tous nos amis napolitains parce que franchement, ça serait horrible. Là, si De Laurentiis fait ça, c'est vraiment, c'est pas un ami qui veut vous du bien. C'est tout sauf ça. Donc voilà. Bon, en tous les cas, le mano à mano Inter-Juve, je pense qu'il va durer jusqu'au bout. Milan, je les vois mal revenir dans la course. Et après, honnêtement, les 2 clubs de Rome et l'Atalanta, en fait, ils sont tellement loin, et la Fio, ils sont tellement irréguliers que je me dis que Milan va être un peu dans un no man's land tout seul en 3e place, loin
derrière les 2 premiers qui sont, je pense, intouchables pour le Milan, et loin aussi du 4e et du 5e. Déjà, d'ailleurs, ça commence à se creuser, hein, si vous regardez. Milan est à 8 points, je crois, déjà de la 5e place, il me semble. Donc c'est quand même, ça commence déjà à faire un sacré trou, hein, quand vous en êtes là. Alors attendez, hop là, désolé pour le micro. 29. Ah non, ils sont à 5 points. Ils sont à 5 points du 4e, du 5e et à 6 points du 7e. Donc c'est du 6e, pardon. Donc c'est plutôt pas mal. Donc c'est déjà bien. À la 14e journée, d'avoir 5 points d'avance sur le 4e et le 5e, c'est déjà honnête. Donc voilà, donc je pense que vraiment ça va un petit peu stagner comme ça. Les 3 premiers ont creusé déjà, ouais, tu as tout à fait raison, Pipovici. OJCRM, en parlant de calendrier, dur là, Aston Villa qui va enchaîner mercredi et ce week-end City et Arsenal. Eh bah oui, hein. Bah c'est comme ça. Hein. Après Aston Villa, ils commencent à se frotter au gros là, hein, parce qu'ils sont dans le top 4. Donc bah, et maintenant faut assumer. Hein. C'est comme ça. Hein. C'est là qu'on va voir si vraiment Villa peut faire partie de ça ou pas. Donc voilà, hein, là ils sont 4e devant Tottenham, à 2 points de Tottenham, à 3 points de Newcastle et à 5 points de Manchester United. Donc voilà, maintenant il va falloir vraiment voir si Aston Villa peut assumer cette position. Pipovici, l'Atalanta en difficulté, on les a annoncés mieux que ça cette saison. Ouais. Octonujo, il pourra me confirmer, mais l'Atalanta, je sais pas si tu te souviens, Pipovici, mais l'année dernière, l'Atalanta, il y a des gens qui les annonçaient, et qui c'était d'ailleurs, c'était un journaliste italien, qui les annonçait champions d'Italie, carrément. Carrément, au début de saison, ils avaient fait 2-3 bons matchs. Tout le monde se disait, ah, vas-y, c'est bon, ils n'ont pas de Coupe d'Europe, ils vont tout péter, ils seront champions d'Italie. Donc là, cette année, tout le monde les voyait un peu plus beaux que prévu parce que Charles de Ketelaere, Charles de Ketelaere, c'était une trompette au Milan. Très honnêtement, ok, il a marqué un but, il a fait une passe décisive depuis le début de saison à l'Atalanta, mais on le voit plus trop, on est bien d'accord. D'ailleurs, au Cotonujo, tu vas nous dire, mais il est blessé de Ketelaere ou qu'est-ce qui se passe? Il a disparu, même Gasperini veut plus le faire jouer. Donc voilà, donc c'est quand même pas une super recrue. J'ai adoré l'interview de Maldini dans le, je crois que c'est le Corriere dello Sport ou la Gazzetta. C'est Corriere della Sera, pardon, ou la Gazzetta, mais c'est vrai que ça change pas que De Ketelaere c'était pas une super pioche, même si moi j'étais ultra hypé quand De Ketelaere est venu, puisque je l'avais vu jouer en Ligue des Champions contre Paris par exemple, il m'avait impressionné avec le FC Bruges. Ça change pas que malheureusement il avait pas ce qu'il fallait pour jouer au très haut niveau. Voilà, c'est comme ça, et j'ai pas l'impression qu'à l'Atalanta ça s'arrange. Donc voilà. Ce soir, c'est Zapata qui a planté contre eux avec le taureau, dit Pipovici, et Cotonujo est un peu blasé. Oui, bon, ça va, je sais, il se venge. C'est vrai. Bon, en tous les cas, voilà. Je trouve que ce championnat d'Italie, il est déjà un peu coupé en deux, entre les 2 premiers, le 3e un peu tout seul, et après un gros péto derrière. Donc Atalanta, Lazio, Roma et puis Fiorentina, qui sont un peu décrochés de Milan. Et je pense que ça va. J'ai bien l'impression, comme ça, en regardant maintenant, donc on est le 4 décembre. J'ai bien l'impression que ça va être un peu comme ça jusqu'au bout. C'est un peu bizarre, mais ouais, on verra. Voilà un petit peu sur la Serie A et les matchs, le très très bon match Naples-Inter d'hier soir. Bref, on va passer à la Bundesliga. Une fois n'est pas coutume, mais hier il y avait pas Der Klassiker, mais le match juste après, c'est-à-dire Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, pardon. Donc voilà, c'était un très bon match. Le Bayer Leverkusen a été mené très très vite au score à la 5e minute. 5e minute, but pour le Borussia. D'ailleurs, un beau but, un beau mouvement initié par le Borussia. Et ensuite, le Bayer s'est vraiment déchaîné. Je lisais les commentaires en même temps, désolé. C'est au JCRM qui dit « C'est le match que j'ai regardé, j'ai préféré ce match à City Spurs. » Absolument, super match. Oui, tu as tout à fait raison, je suis d'accord. Moi, je zappais entre les deux parce que c'était à la même heure.
Et en l'occurrence, c'était un super match, effectivement. Le Bayer Leverkusen a joué un football fantastique, même si le Bayer touche un petit peu ses limites. En fait, c'est vrai que quand on regarde le Bayer Leverkusen, le calendrier du Bayer Leverkusen, finalement, ils ont rencontré 2 clubs du top 4 de Bundesliga pour l'instant, le Bayern et le Borussia Dortmund, et ils ont fait 2 matchs nuls. Ils n'ont pas réussi à gagner. Alors bon, faire un match nul contre le Bayern à l'Allianz Arena, c'est pas infamant. Et en revanche, faire un match nul contre le Borussia Dortmund à domicile, c'est déjà un petit peu moins bien. Maintenant, il reste encore Stuttgart, il reste tous les Leipzig, les clubs comme ça. Ça va arriver là bientôt. D'ailleurs, on va regarder un petit peu le calendrier, mais il me semble que ça arrive très rapidement. Et donc là, on va voir un petit peu à quoi va ressembler le classement du Bayer Leverkusen une fois qu'ils auront rencontré Stuttgart, Leipzig et puis les Eintracht Francfort, Hoffenheim, etc. Alors, juste on va regarder les calendriers. 13e journée, 14e journée. Le Bayer, il rencontre Stuttgart, justement. Donc voilà, le 3e de Bundesliga. Hein, donc on va voir ce que ça donne. Et le Bayer rencontre Francfort la journée suivante. Donc le 5e de Bundesliga ou 6e, un truc comme ça. Et enfin, bon après c'est du Bochum, ok. Je pense que Leipzig va bientôt arriver, à mon avis, pour le Bayer. De toute façon, ils vont arriver, tôt ou tard. Voilà. Et Leipzig dans 5 journées. Donc en gros, en 5 journées, le Bayer Leverkusen va rencontrer 4 clubs du top 6. Donc là, on va voir vraiment ce que ça donne ou pas. Donc voilà. Alors, niveau intensité, ce match était incroyable, peu de temps mort, ça c'est vrai. Et samedi, il y a eu un Dortmund RB Leipzig qui me hype beaucoup, oui, absolument, parce que moi j'adore, en ce moment j'adore vraiment Leipzig. Leipzig, c'est vraiment me plaît énormément en ce moment en Bundesliga, en plus du Bayern. Pour moi, le Bayer Leverkusen et Leipzig sont les 2 équipes qui jouent le mieux au foot, je trouve, en Allemagne. Donc c'est les 2 clubs en tous les cas que je suis vraiment très très content de regarder à chaque fois que je regarde de la Bundes. Pipovici, le Bayer, c'est la seule équipe du Big 4 invaincue. Ça c'est très possible, ouais. Je suis tout à fait d'accord. Alors attends, on va regarder. Perdu. Non, le Bayern Munich aussi, pardon. Le Bayern Munich aussi est invaincu. Ils en sont au même niveau, si ce n'est que le Bayern a un match en retard, vu qu'il y a eu un match reporté là. Cette journée, donc effectivement, alors c'est un match en plus, je crois que c'est un match en bois, je me souviens plus contre qui jouait, oui, Union Berlin, ils sont derniers de Bundesliga, donc voilà, et en l'occurrence, ils ont 0 défaite, 2 matchs nuls, 10 victoires, pareil que le Bayer Leverkusen, sauf que le Bayer Leverkusen a 11 victoires, 2 matchs nuls, 0 défaite maintenant. Donc on verra ce que va faire le Bayern avec son match en retard. A priori, il sera joué dans la dernière quinzaine du mois de janvier. Donc on aura une vraie vision du championnat d'Allemagne uniquement en fin janvier. Donc c'est pas tout de suite. Et pourtant c'est bizarre parce que cette semaine il y avait de la place, parce qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe, il n'y a pas de Coupe d'Allemagne, il n'y a rien du tout. Ils auraient très bien pu jouer mercredi par exemple, rejouer mercredi le match contre l'Union Berlin. Je pense qu'il y aura plus de neige. Donc voilà. Il y a OJCRM qui veut qu'on parle d'un truc. Un mot sur le grand match de hier soir en France avec des expected goals incroyables, 0,98 et 0,38. Ouais, non, mais là, le championnat de France cette année, c'est très compliqué. Je pense que le fait qu'il soit passé à 18, ça a un petit peu resserré l'élite, parce que maintenant, c'est vrai que si tu regardes le classement du championnat de France, en fait, il y a très peu de différence entre le 16e, le premier relégable, et puis le 6e du championnat. Tu fais 3 victoires, hop là, t'es 6e du championnat, quoi, on va dire. Je dis n'importe quoi, mais c'est à peu près ça. On va regarder. Le 16e du championnat, ok, il a 12 points, et le 6e, il a 22 points. Donc, en gros, il y a 10 points d'écart entre la 16e place, où t'es relégable, et en même temps, la 6e place où tu es premier européen.
Donc 10 points, c'est énorme. Enfin, c'est très peu, pardon. Si je regarde dans d'autres championnats, je pense que c'est quand même un petit peu plus écarté. On va regarder, je sais pas, par exemple, l'Italie, pour voir. L'Italie ou l'Angleterre, on pourrait regarder aussi, mais on va regarder l'Italie. L'Italie, le 6e à 23 points et le 18e à 10 points. Donc déjà, il y a quand même 3 points d'écart en plus. Il y a quand même une victoire en plus pour y arriver. Alors, c'est vrai que c'est pas très parlant ce que je vous dis, mais je pense que ça a joué sur la façon dont les équipes en France abordent les matchs. Ils étaient peut-être un petit peu plus libérés ces dernières saisons, parce qu'il y avait beaucoup plus, la moyenne de buts était bien plus élevée, hein, c'est clair. Donc je pense que le fait qu'il y ait moins de place pour le ventre mou, hein, ce qu'on appelait le ventre mou fut un temps, fait en sorte que effectivement les équipes se sont un peu contractées et ont beaucoup de mal à jouer. Donc ça donne ça. Ça donne des 0,98 et 0,38 de expected goals, parce que les équipes sont très frileuses. Donc c'est compliqué, je suis d'accord, mais bon. Au JCRM qui dit « Regarde Marseille, on parlait de relégation, et là, si on enchaîne contre Lyon, on peut passer 6e. » Absolument, c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est ultra dense. Après, la Bundesliga, ça fait longtemps qu'ils connaissent ça, et pourtant, c'est le championnat où il y a le plus de buts marqués. Parce que je pense que les petits, au fil des années, ont compris que de toute façon, essayer de mettre le bus devant la surface ne te faisait pas gagner plus ou perdre moins. Donc de toute façon, voilà, mieux vaut mettre des buts, vendre des maillots, vendre des billets et des maillots parce que les gens qui viennent voir les matchs sont contents du spectacle, plutôt que non seulement tu vas descendre, mais en plus, les gens au stade s'emmerdent. Donc, à un moment donné, ils viennent même pas. Ils achètent même pas ton maillot, ils achètent même pas tes places, etc. Donc, voilà. Quitte à descendre, je préfère voir des matchs perdus 5-3 que faire des 1-0 tout moisi, honnêtement. Enfin, tu vois, au moins, mon équipe a marqué 3 buts, je me suis un petit peu ambiancé, etc. Ok, on perd, on a 0 points, mais ça change pas que... Voilà. Le championnat où le petit peut gagner, c'est en PL vu leur effectif. Oui. Alors, plus exactement, JCRM, si tu me permets, je vais corriger ta phrase. Le championnat de PL est un championnat où il n'y a pas de petits. C'est ça, en fait, la réalité. C'est que n'importe quelle équipe, le 20e du championnat, il a un budget qui est plus élevé que le premier de Serie A. Donc, en gros, les joueurs qu'il a, nous, on va dire champion de Serie A, style l'Inter, de temps en temps, il ne peut pas se les payer, en fait. Donc c'est ça en fait le truc. C'est surtout ça, c'est juste que en fait quand t'es un Manchester City pas très en forme ou un Arsenal pas très en forme, en face t'as tellement une qualité de dingo dans les effectifs qu'en fait tu peux pas ne pas être en forme. Non seulement tu dois avoir les meilleurs joueurs, mais en plus tes meilleurs joueurs doivent être en forme parce que sinon voilà. Ligue 1 je voulais dire. Ah. Même en Championship, ils ont plus de budget que certains clubs de PL. T'as tout à fait raison. Que de Ligue 1. Oui, c'est ça que tu veux dire. Bien entendu. T'as tout à fait raison. Oui, ok. Ça, je comprends mieux. Mais c'est ça, en fait. Tu vois, c'est juste que t'as pas de petites équipes, en fait. Tu prends le 18e, tu prends l'effectif. T'hallucines. Hein. Franchement, hein, moi, on va regarder. Juste, on va rigoler. Enfin, moi, des fois, je le fais. Je regarde les joueurs. Je me dis, mais c'est pas possible que cette équipe-là, elle ait ça comme joueur, quoi. C'est fou, en fait. Je sais pas, on va prendre Sheffield United, dernier de Première Ligue. Dernier de Première Ligue, t'as quasiment que des internationaux, normalement. Bah, déjà, tu peux pas avoir de permis de travail si tu n'es pas international. Il faut que tu aies plus de 10 sélections, je crois. Donc déjà, même Sheffield United, tous les étrangers qu'ils ont, ils sont tous internationaux. Sinon, ils sont anglais, ou en tous les cas du Royaume-Uni, quoi. Donc voilà. Et alors, on les connaît pas tous. Hein. Là, j'avoue que c'est pas forcément incroyable. Mais tous, c'est des bons joueurs. Ben Slimane, par exemple, de Tunisie, c'est un super joueur. Fleck d'Écosse, c'est un très très bon joueur. Sousa Costa, bon, je sais pas trop qui c'est. Je sais pas où est-ce qu'il a eu ses sélections, lui, parce que... Bon, après, c'est un 99, donc probablement c'est des sélections espoir qu'il a. Mais Traoré de Côte d'Ivoire, très bon attaquant aussi. Non, franchement, c'est plutôt pas mal. Koulibaly du Mali, pareil.
Donc c'est vrai que c'est ça qui est compliqué, quoi. Il faut vraiment que tu sois taquet, en fait. Jacques Lafritte, ça tombe mal pour la Ligue 1 tout de même avec la vente des droits télé. Oui, bah, au lieu d'avoir 430, ils auront 410, mais enfin bon, de toute façon, l'autre avec sa mission milliard, là, je pense qu'on allait bien rigoler quand même. Hein. Donc voilà. Pipovic, en même temps, la Ligue 1 n'est pas populaire. Ils ont sorti les affluences de Bundesliga 2, elle remplit plus les stades que la Ligue 1. Oui, c'est vrai. Ça, c'est clair, mais c'est au-delà de ça, je pense que même intrinsèquement, le sport en France n'est pas quelque chose qui est... on aime le sport, on est amateur de sport, surtout de victoire, en fait. Je parle en général, hein, je parle pas de moi, mais on n'est pas fan de sport. On n'est pas du tout fan. En France, on n'aime pas les fans, en fait. Les fans, d'ailleurs, c'est toujours un problème, les fans en France. Là, on voit, dès que tu es un ultra, tu tombes dans la violence. Mais tu peux pas être un fan, on va dire, inconditionnel si tu ne tombes pas dans l'excès, en fait. Tu vois, on n'a pas cette culture du fan, en fait. Ce qui fait que, alors qu'en Allemagne, en Angleterre, en Italie, beaucoup plus. C'est dans la vie de tous les jours. En fait, c'est dans la vie quotidienne, le supporterat. C'est quelque chose qui fait partie de la vie de tous les jours. Tout le monde supporte une équipe en Angleterre, en Allemagne et en Italie. En Espagne aussi, mais c'est un petit peu différent. Il y a quand même moins de ferveur. Mais dans ces trois pays, vraiment, très clairement, être fan de foot, je veux dire, le patron, le PDG d'une très grande entreprise, il est fan de foot. Il est fan d'un club. Il a son club, en fait. C'est sûr. Donc, et c'est pas un problème. En France, t'es un PDG, t'es énarque, t'es supporter d'un club de foot, et c'est mal vu, tu vois. C'est mal vu parce qu'on se dit c'est pas super, non. C'est pas très classe. D'une, c'est pas très classe, et puis en plus, il a peut-être des penchants violents, tout ça. Donc voilà, c'est juste ça aussi. C'est ça le truc, et c'est aussi pour ça que on n'a pas toutes les victoires qu'on devrait avoir, on n'a pas les revenus qu'on devrait avoir, et donc tout notre système est biaisé parce que tout repose sur les droits télé, alors que dans les autres championnats, tu vois que le merchandising, le ticketing, etc., c'est très important, surtout en Allemagne, par exemple. Donc voilà, bref. Jacques Lafritte qui nous dit, à force d'en parler, l'accident économique va arriver, il ne sera pas indépendant de la qualité du spectacle, ça c'est sûr, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Mieux vaut perdre un match 5-3 qu'un vieux 1-0 moisi, hein, parce que de toute façon à la fin tu le perds quand même, hein. C'est pas parce que tu mets le bus devant la surface que tu vas pas le perdre, tu vas le perdre, c'est sûr. C'est juste peut-être tu vas le perdre à la 85e au lieu de le perdre à la 32e, quoi. Enfin, c'est exactement la même chose. Au JCRM, prends Leicester en Championship. Ils ont une attaque Mavididi, Yenacho, pas dégueulasse. Mais oui, bien sûr, tu as tout à fait raison, je suis d'accord avec toi. Jacques Lafritte, sans parler des supporters débiles, effectivement, en ce moment, ils se font fort. Hein, là, c'est vraiment, ils sont au top. C'est peut-être une période pour le pays. Les Anglais ont eu les hooligans et c'était vraiment chaud. Ouais, mais oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais c'était vraiment chaud, mais déjà d'une, ils ont traité le problème avec courage, ce qu'on fait pas, hein. Là il y a eu un mort, alors c'était pas directement lié, c'est un chauffeur de VTC qui a pété un plomb. Bon, je sais pas exactement s'il était supporter de quelque chose ou de quelqu'un et si c'est pour ça qu'il l'a poignardé. Ça change pas que on a eu un mort, on a eu un enfant traumatisé à Marseille, on a eu le caillassage du bus à Lyon, on a eu plein d'histoires depuis le début de saison et il se passe strictement rien. Là, on a eu un mort, on n'a rien entendu. C'est assourdissant, le silence de la Ligue, le silence des autorités, assourdissant. Il se passe rien. Il n'y a aucune sanction, personne ne dit. Là, le mieux, c'était Lyon-Marseille. Caillassage de bus, circuler, il n'y a rien à voir, on rejoue le match à guichet fermé. Enfin, je veux dire, à guichet fermé, à huis clos. Je dis, mais attends, mais on est où, en fait? Normalement, je veux dire, ça doit absolument être une sanction historique, en fait, ce qui doit se passer. Donc je sais pas, c'est assourdissant. Bref. Okotonujo, c'est ambiance Noël, le Graet. Effectivement, t'as tout à fait raison. Et puis c'est Noël en ce moment, donc c'est un peu normal. Jacques Lafritte, habitant Nancy actuellement, je suis surpris de la ferveur alors que le club n'existe quasi plus. Ouais, parce que je pense que les gens reviennent un petit peu à une forme de simplicité,
supporterat où tu n'attends strictement rien, il n'y a aucune pression quand tu vas supporter Nancy dans l'état dans lequel ils sont, en fait. Tu penses juste que tu te retrouves avec tes potes à célébrer un truc qui n'existe pas, en vrai. Donc voilà. L'histoire, c'est pas ça, c'est les supporters de Nice qui ont attaqué les Nantais. C'est possible. Et il s'est défendu en donnant un coup de couteau. Ah d'accord, désolé, excuse-moi, j'étais pas très au fait de ça. Mais quoi qu'il en soit, il y a eu un mort par coup de couteau. Pipovici, Toulouse, ils sont arrivés en Europe. On a découvert des supporters. C'est ça la France. Absolument, tout à fait. T'as raison. C'est vrai. Toulouse, voilà, depuis qu'ils ont quelques résultats, là, tout d'un coup, il y a des gens au stadium, alors que le stadium est vide depuis des décennies, quoi. Donc oui, c'est pas. Après, ils sont marrants. C'est des bons supporters, hein, très très marrants. C'était très marrant leur tifo contre Liverpool. Puis même depuis le début de saison, ils font des trucs plutôt sympas en Europe et tout. C'est plutôt cool. Mais c'est vrai, tu as tout à fait raison. C'est typiquement ça. Donc voilà. Puis bref. Il y a quelques clubs qui ont des supporters, style Nantes par exemple, ou des choses comme ça. Mais la plupart, c'est quand même très très gnangnan, quoi. Il se passe pas grand chose. Donc voilà. Bref. En tous les cas, juste pour revenir au Bayern. Le Bayern, pour l'instant, ils ont fait 2 matchs nuls contre les 2 gros qu'ils ont rencontrés dans ce championnat. Ça n'empêche qu'ils pratiquent un jeu absolument magnifique et que j'ai vraiment hâte de les voir contre les 3 autres gros qu'ils vont rencontrer dans les 5 prochaines journées. Donc ça va être vraiment top. Mais ce que j'ai aimé hier, c'est qu'ils ont envoyé du jeu à fond pour réussir à égaliser. En fait, ils se sont pas pris la tête quand ils ont été menés à 1-0, minute 5, ils encaissent le but, minute 6, c'est parti, attaque à tout va, il y a eu des poteaux, il y a eu des buts hors jeu, bref, c'était n'importe quoi, et c'était super bien. Après, ils s'exposaient énormément, mais en fait, c'est ce type d'équipe, et je pense que Xabi Alonso a vraiment bien sûr infusé dans cette équipe, mais en fait, de toute façon, t'es mené 1-0 en fait. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas pas tout d'un coup marquer un but. Alors tu peux te dire, sur un malentendu, je vais marquer un but, on sait jamais, un coup de pied arrêté, il y a un but contre son camp, une balle qui rebondit mal et tout. Tu peux te dire ça. Ça, c'est la mode Allegri ou je sais pas quoi. Et puis après, tu peux te dire, en fait, j'en ai déjà pris un. Donc, de toute façon, je peux bien me découvrir parce que même si j'en prends un deuxième, ça change pas qu'il va falloir que j'en marque au moins 2 pour soit prendre les 3 points, soit égaliser. Donc voilà. Donc, franchement, c'est vraiment pas mal. Donc, voilà. Les meilleures ambiances, ils sont en Bundes. Là, tu peux aller en famille sans souci, pour pas cher. Car oui, en PL, tu peux y aller, mais tu manges des pâtes pendant 1 mois. Ouais, absolument, clairement, c'est clair. Je suis d'accord avec toi. Et ça, c'est si tu trouves des places. Parce qu'en championnat, il y a tellement d'abonnés que c'est très compliqué de trouver des places. En Coupe d'Europe, un peu plus, mais tu vas payer une blinde. Mais en championnat, c'est quasi impossible. Très honnêtement, alors c'est pas pour faire de la promo, mais à San Siro, j'ai jamais eu l'ombre d'un doute, même d'une petite inquiétude. Ça m'est jamais arrivé, que ce soit contre l'Inter, contre la Juve, contre la Roma. Enfin, j'ai fait toutes les grosses équipes de Serie A à San Siro. J'ai fait beaucoup d'équipes de Champions League, le Liverpool, Chelsea, Paris récemment, etc. Jamais de ma vie. Il y a des enfants partout, il y a des familles partout. Les prix sont tout à fait abordables. En tous les cas, quand c'est le Milan qui joue, l'Inter, je sais pas, mais le Milan, en tous les cas, c'est tout à fait abordable. Très honnêtement, jamais je me suis senti menacé à San Siro, ni avant, ni pendant, ni en y allant, ni en rentrant. Jamais, c'est jamais arrivé. Et les gens qui portent les maillots des autres clubs ont strictement rien à craindre non plus. Donc voilà, juste si vous vous demandez si aller en Italie, ça vaut le coup, oui, il y a quasi plus de violence dans les stades en Italie, c'est très très rare, où c'est des éléments complètement isolés. Voilà, il y a un autre fléau en Italie, c'est dans certains stades un peu bizarres, il y a ces problèmes de cris de singe. Ça c'est vrai. C'est pas quelque chose qu'on peut nier. Après, franchement, dans les grands stades, dans les grands clubs, Lazio, enfin même la Lazio d'ailleurs, mais la Roma, Milan, j'allais dire la Roma, Milan, Naples, il n'y a pas ce genre de problème. Donc voilà. Après, je peux pas en dire autant pour la Juve et l'Inter parce qu'ils se sont fait prendre la main dans le stack la saison dernière. Donc voilà. Ou c'était en début de saison, là, je sais plus. Voilà, en tous les cas. Alors,
Le Bayern, je valide, dit Pipovici. J'aime la prise de risque. Ça, c'est beaucoup vu contre Dortmund, je suis d'accord. Au JCRM, en plus, le Bayern, on fait de super recrutements. Boniface, il paraît que c'est comme ça qu'il faut le dire. Grimaldo et Xhaka, effectivement. Grimaldo, quel joueur. Oh là 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 là. Et puis, t'as vu encore ces coups francs, là. Alors oui, ok, il marque pas, mais alors, disons, le coup franc, l'autre, il a intérêt à aller les chercher. Hein. C'est un super tireur de coup franc et puis il marque beaucoup, c'est le meilleur buteur du Bayer Leverkusen et en plus il fait des passes décisives. Grimaldo, très 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 bonne pioche. Hein. Il vient de Benfica d'ailleurs. Hein. Benfica depuis qu'il est parti, c'est plus la même équipe. Mauvaise image alors pour la Serie A. Oui, mauvaise image. Honnêtement, c'était si. Alors, honnêtement, hein, Jacques, la frite. Je me disais que c'était pas ok d'y aller avec mon petit garçon. Non, honnêtement, vraiment, tu peux tranquille y aller. En tous les cas, je te parle de San Siro parce que j'y suis très fréquemment et il y a des enfants de partout, mais vraiment, et beaucoup de familles, de femmes, etc. Vraiment, c'est ultra familial. Donc, aucun souci à San Siro, vraiment. Et je suis allé voir, je te dis, des derbies, des trucs comme ça. Jacques Lafritte, non, OJCRM et Wirtz, quel joueur, ça va être dur de le garder par contre pour eux. Mais non, mais Wirtz, c'est sûr qu'il n'est pas là la saison prochaine. La saison prochaine, il est soit au Bayern, soit au Real, soit à Manchester City, soit un truc comme ça. Mais Florian Wirtz, c'est du 5 étoiles, très clairement, c'est du 5 étoiles. Et encore là, il était blessé contre Dortmund. Enfin, en théorie, il devait pas jouer. Il avait un problème musculaire et finalement, il a joué quand même. Quand tu vois le match qu'il fait, tu te dis, heureusement qu'il était pas en forme pour Dortmund. Mais ouais, non, Wirtz, c'est du 5 étoiles, ça c'est clair. Hein. Après, je pense que Xavi Alonso le bonifie, mais ouais, c'est du 5 étoiles. Jacques Lafritte au Cotonou, les Romains m'ont balancé des pièces de 1 euro à Genève, n'empêche. Oui, alors ça c'est peut-être parce que tu voulais t'acheter, je sais pas, un hot dog ou un truc comme ça. Ah, et d'autres trucs. Bah peut-être directement le hot dog. Non, je rigole, Cotonou, mais après, je ne réponds pas des Romains en déplacement. Moi, je te parle de San Siro et de tous les matchs que j'ai fait là-bas. Donc voilà. Pipovici, Frimpong, pas mal à droite, ouais, c'est un super un super joueur. Pipovici qui dit ton prix pour une fontaine. Elle est très très bonne celle-là. Bravo Pipovici. La fontaine de Trévise, effectivement, dit au Cotonou. Enfin, ça c'est bien ça. Bref. Écoute, franchement, en tous les cas, c'est flatteur qu'on te confonde avec la fontaine de Trévise. Bref. On va terminer là-dessus, je crois. Je pense que c'était la meilleure manière possible de terminer Buonasera Calcio ce soir. Écoutez, merci beaucoup en tous les cas d'être là encore. Cette semaine, pas de Buonasera Calcio jeudi. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe. Donc on se retrouve lundi prochain pour débriefer les superbes matchs de la semaine prochaine. Je pense que ça va être sympa la semaine prochaine. Il y a du petit match sympatoche, me semble-t-il. Alors déjà, le vendredi, ça commence en trombe, bien sûr, avec un Juventus de Turin-Naples, parce que bien sûr, il y a Ligue des Champions la semaine suivante. Donc, dans la semaine. Ensuite, vous avez... Qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder ? Bon, PSG Nantes, samedi, pourquoi pas ? Mais bon, c'est quand même pas foufou. En Angleterre, strictement rien le samedi. En Espagne, strictement rien. Ah, Betis Séville, Real Madrid quand même. Ça peut être intéressant, voilà. En Allemagne, Borussia Dortmund Leipzig. Ça, très très bon match. Ça va vraiment être sympa. Et puis en Italie, au Cotonou, on se retrouve à 18h samedi, Atalanta Bergame AC Milan. Donc ça peut être pas mal aussi. Et puis enfin, le dimanche, on va se terminer avec le dimanche vraiment que dalle en Ligue 1, c'est pas terrible. Tottenham Newcastle à 17h30, ça peut être intéressant. En Espagne, le deuxième contre le troisième, FC Barcelone contre Gérone. Donc voilà, on va voir ce que Gérone a dans le sac. Et en Allemagne, on l'a dit, VfB Stuttgart contre Bayer Leverkusen, le troisième contre le premier. Donc ça aussi, ça peut être un match vraiment intéressant. Et ça se termine à 20h45 avec un AS Roma Fiorentina, le quatrième contre le sixième. Ça peut être aussi très sympa. Un bon week-end de foot la semaine prochaine. Donc ça va vraiment être sympa. Faudra parler de Gérone, absolument. Tu sais quoi ? On va en parler la semaine prochaine, Pipovici. Forcément, vu que la semaine prochaine,
Gérone aura rencontré le FC Barcelone. Donc, bien entendu, on va en parler. En plus, cette semaine, on n'a pas parlé de Liga, et pourtant, il y avait un intéressant Barça Atlético de Madrid. Donc, c'était plutôt... voilà, on groupera tout ça la semaine prochaine. Et au Cotonou qui dit on va prendre cher, non, pas forcément. Ça dépend combien on a de blessés. Très possible qu'on vienne avec des gars que des mecs de la Primavera, hein, ça continue comme ça. Hein. Donc, c'est très possible que vous gagniez. Voilà. Bon, écoutez, je vous embrasse. Merci beaucoup d'avoir été là encore. Ça a été un plaisir de partager ma passion du football avec vous. On se voit la semaine prochaine. Merci à tous. Et puis, n'oubliez pas. Hein. Ciao, ragazzi. Ciao, ciao.